jeunes pêcheurs. Jeunes Les pêcheuses. jeunes, ouais, c'est cool de voir des jeunes. C'est cool. Ça fait plaisir. On a eu un salon où on a eu beaucoup de jeunes. Entre les animations, les écoles qui sont venues vendredi. C'est chouette. Ouais, j'ai vu beaucoup de jeunes qui fait beaucoup de signatures, de casquettes, de t-shirts de jeunes. C'est vraiment cool. C'est Voilà. la relève. Allez, on est parti. Ça y est. On est en direct, live sur le plateau du CNPL. Merci Cyril, le parrain de l'édition. Ça fait déjà quelques années que tu viens. On a toujours autant de plaisir à te recevoir et à écouter, boire les paroles de ces merveilleux voyages que tu partages avec nous. Merci au CNPL. Merci de m'inviter. Je pense qu'on peut faire déjà de gros applaudissements pour Cyril, pour le remercier de passer autant de temps avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon là, on va parler d'une actualité. RMC, une nouvelle saison qui va se lancer. Ouais, donc des nouveaux épisodes qui vont sortir. On a tourné la 4e saison de Dernier Géant. Je sais même plus quand, mais en tout cas, elle arrive en ondes sur RMC à partir aux alentours de mars. J'ai pas la date exacte, mais ça sera dans ces eaux-là. Il y a 8 nouveaux épisodes qui sont les 8 derniers épisodes de la série Dernier Géant. Donc la 4e saison de Dernier Géant. Des épisodes très cool. Je crois qu'on va en voir 2-3 extraits. Oui, on a des images. Tu nous as fait le plaisir d'amener quelques images inédites qu'on va commencer à passer et à commenter ensemble. Exact, donc des images qui n'ont jamais été vues en télévision. On les a amenées pour vous. On va lancer ça. En avant-première. Et donc tu nous amènes où là? Là on est au Canada, dans les territoires du Nord-Ouest. On pourrait peut-être mettre du son d'ailleurs, je me demandais si. Et on a du son ou pas en régie? C'est cool les voir avec du son. Voilà, c'est un territoire que tu aimes bien. Regardez, ça c'est un petit brochet. Un petit brochet encore du Nord canadien. Le poisson qu'on recherche. Ouais. Je vous montre le poisson final de l'épisode. Je devrais peut-être pas faire ça, mais. Regardez-moi ce brochet. Ouais, un brochet des territoires du Nord-Ouest. Un endroit magnifique où on est allé chercher principalement des brochets et des truites grises, des cristivomères, dans des eaux limpides. Viens par là. Fort. Il est magnifique. Oh yes. Regardez-moi la taille de ce brochet. Ouais. Je ne veux pas mesurer. C'est des régions que tu affectionnes. Ouais, j'adore pêcher le brochet. Je pense que j'en ai des gens que j'ai croisés ici. Je pense qu'on se rejoint tous sur cette pêche. C'est une pêche. J'ai grandi à pêcher le brochet dans les Alpes. C'est là où j'ai grandi et pour moi la pêche du brochet c'est toujours un poisson parce que c'est le poisson de mon enfance. C'est un des premiers poissons que j'ai pêché. Ça, les truites et des black bass un peu plus tard dans ma vie, mais des truites et des brochets, c'est vraiment des poissons que j'adore et que j'affectionne. Et à chaque fois que je prends des brochets énormes, et j'en ai pris beaucoup au Canada, on peut en prendre, quand on voyage dans le Grand Nord, on peut en prendre quand même pas mal. Et à chaque fois que j'en prends un énorme, ça me fait toujours... c'est comme si c'était le premier gros brochet que je prends. Donc c'est vraiment cool. C'est des poissons qu'on trouve beaucoup partout dans le monde, en fait, le brochet. Ouais, il y en a partout sur l'hémisphère nord, et maintenant il y en a même dans l'hémisphère sud dans certains endroits. Donc ouais, ça a été introduit dans d'autres endroits, mais c'est un poisson de tout l'hémisphère nord. On le retrouve sur toute l'Asie et toute l'Amérique et toute l'Europe. Tout le nord de l'Europe, tout le nord de l'Asie et ça, là maintenant on est au Texas. On est cherché c'est un poisson un peu plus rare. Mais qui ressemble vraiment à un brochet. Quand on le met dans l'eau, on le verra sur un autre clip plus tard. C'est vraiment c'est pour ça qu'on l'appelle le brochet alligator en français aussi. C'est le garfish. Le alligator gar, on peut l'appeler gar alligator, tout marche pour ce poisson. Et là, on était au Texas pour aller chercher des échantillons sur ces poissons-là. Pour des scientifiques qui veulent savoir où vivent et où migrent ces poissons pour se reproduire. Donc on mettait des tags sur les gares. Mais vous allez voir que c'est un poisson, on le voit surtout un peu plus tard sur le clip comme je disais, c'est vraiment un poisson qui ressemble à un brochet. Il a tout le corps, toute la partie postérieure du poisson est vraiment faite comme un brochet. Comme un brochet, ouais. Ouais. Les dents sont
Oh, les dents sont... paraissent un peu plus effrayantes comme brochet encore. Ouais, les dents sont incroyables sur le brochet alligator. Ah bah là, Ah, on le voit. Là, à vue. donc là, on le pêche. C'est une autre pêche. Ça, tout à l'heure, c'était un énorme qu'on avait sorti avec un appât de la viande, en fait, un appât naturel. Mais là, je le pêche au leurre avec une canne légère, des énormes gars à vue. On le voit là qui est sous l'eau. Et là, je lui lance le leurre juste devant le nez parce qu'il faut vraiment leur mettre devant le nez, sinon il l'attaque pas. Et là, clac. Et là, on voit que ça ressemble vraiment. Regardez l'arrière du poisson. Je sais pas si on le voit. Et ça fait. Lui, il doit faire 1m40, 1m50. C'est pas un énorme. Il doit faire plus 1m50, je pense. Mais c'est des super poissons. Et ça, c'est un endroit. Là, on est en Louisiane. Vous avez remarqué, là, on ne doit pas avoir les mêmes mesures. 1m50, c'est pas un énorme. Pour un gars, on s'entend. Pour un gars. Mais lui, il s'est décroché, je l'ai perdu de toute façon. Il est passé dans l'hélice de l'autre bateau. On avait deux bateaux, un bateau pour la logistique et pour le deuxième caméraman. Ouais. Et il est passé sous le bateau. La ligne s'est emmêlée dans le moteur électrique et adios. Ah là, on est en Afrique du Sud. Là, on est passé en mer. Ouais, en Afrique du Sud, avec une superbe raie léopard. Magnifique. Ça, c'est vraiment un magnifique poisson. La robe de ce poisson est impressionnante. Ouais, exact. Regardez les couleurs de ce poisson, regardez le camouflage, les motifs qu'elle a sur le corps. C'est une créature magnifique. Et l'émotion de faire ça. Toujours de prendre un poisson comme ça, c'est des poissons. Ça, je crois que c'est la première raie léopard que je prends de ma vie. J'avais pas le souvenir d'en avoir pris une autre, même une petite. Nulle part ailleurs, et c'était vraiment, celle-là elle était balèze en plus, donc c'était vraiment cool. Mais ça, on cherchait des requins, c'est une prise accidentelle parce que quand on pêche à l'appât, forcément au fond on peut prendre d'autres espèces, et on a pris cette raie qui était absolument superbe. Mais on cherchait des requins pour des raisons scientifiques. D'ailleurs, je pense que ça va être un des prochains clips qui arrive. Et voilà, ça c'est la même série en fait. Vous allez voir 4 épisodes qui ont été tournés en Afrique du Sud, dans les prochains qui arrivent en mars. Et ça, c'est dans un des épisodes, je cherche en fait des requins pour les taguer. Et cette fois, on les tague avec des balises acoustiques. Donc, c'est vraiment pour suivre leur migration aussi, pour savoir où ils vont se reproduire. Et là, on en a un gigantesque, le plus gros que vous allez voir dans toute la série, qui est un énorme bulldog. Certainement le plus gros bulldog que j'ai jamais pris de ma vie. Et là, il fallait le sortir, pour le maîtriser. Il fallait, pour pouvoir mettre la balise acoustique, il fallait que je l'amène au bord du bateau, qu'on le sécurise, moi que je lui chope la queue, que je le pas se faire percer le bateau. Et pas faire mordre le bateau, le boudin du Zodiac surtout. Et le mettre dans un état de tonic immobility, comme on appelle en bon français. C'est quand on le retourne, le requin il a tendance à s'endormir et à être un peu léthargique. Et c'est un bon moment pour pouvoir l'opérer, surtout qu'ils avaient besoin de faire une opération au niveau des nageoires pectorales, sous le ventre, et d'insérer un tag acoustique et de le recoudre. Et donc tout ça, il faut le faire sur le bord du bateau, pendant qu'il est en train d'essayer de mordre le bateau. Moi, je dois lui tenir la queue. Donc là, je dois attacher la queue. On voit Chris, mon caméraman, qui est en train de m'aider derrière. La queue, elle est gigantesque. On voit la différence entre le discours posé, où on a l'impression qu'on peut faire ça tous les jours, et ce qu'on voit à l'écran, où on se dit qu'on n'y mettrait pas les mains quand même. Ah ouais, non, là, lui, et ça, c'est vraiment... Et là, je vous donne une autre petite anecdote. Vous voyez la plage là-bas? Le lendemain, parce que j'aime le surf aussi. Et là, ce jour-là, on taguait ces énormes bulldogs. On en a pris 2, on en a perdu un. Et lui, on l'a sorti. Et ce même spot, le lendemain, un des gars, un des Sudaf avec qui j'étais, un pote de Ryan qui est dans le bateau avec nous, m'a dit, parce que j'aime le surf, et il me dit, il y a un très bon spot, je vais t'amener à un super bon spot de surf. Et il m'amène à la plage qui est là, qu'on voit ici, littéralement à 100 mètres de là où on tapait les énormes bulldogs. Et il me dit, ouais, c'est un bon spot. Je lui dis, pourquoi c'est vraiment un bon spot que ça? Ouais, parce qu'il n'y a personne qui veut venir ici, parce qu'il y a trop de requins bulldogs, ils ont tous peur de se faire croquer. Je dis, cool, on va bien surfer, ça va être super. Je peux vous dire que quand je tombais dans l'eau, je remontais très vite sur ma planche. Ouais. Surtout que les requins bulldogs, vous le savez, mais ils aiment l'eau peu profonde et surtout à tendance un peu sale. Et là, on voit que plus on se rapproche du bord, parce que le bateau dérive, plus l'eau commence à être teintée. Et c'est vraiment des requins qui chassent leur domaine de prédilection, leur lieu de prédilection pour chasser. C'est peu profond
et au trouble. C'est là où ils vont être en confiance pour pouvoir vraiment C'est là chasser. exactement, les proies ne les voient pas arriver. Eux, ils ont des lignes latérales, ils ont tout l'armement pour faire en sorte qu'ils détectent leurs proies. Et les ampoules de Lorenzini, en fait, qui sont les électrorécepteurs qu'ils ont sur le nez, sur le museau, pour pouvoir détecter les proies. Donc, eux, ils sont adaptés. Ils sont adaptés pour chasser dans ces endroits-là. Oui, oui. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des programmes de recherche qui sont importants aussi à soutenir, qui essayent de tracer tous ces poissons et d'amener un peu leur science pour les protéger, quoi. Ouais. Puis c'est les poissons, tous les poissons sont la plupart des poissons, on se rend compte que c'est des migrateurs et des grands migrateurs. Donc les requins notamment. C'est pas parce qu'on les pêche qu'on les protège dans un pays qui sont forcément en sécurité, parce que ces poissons-là voyagent au-delà des frontières des pays dans lesquels ils sont protégés. Ils voyagent dans d'autres pays pour des fins alimentaires ou de reproduction. Et de temps en temps, ils sont prélevés, surprélevés ou destruction de leur habitat dans d'autres pays. Et donc, forcément, ça affecte les populations dans le pays dans lequel ils sont protégés. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on taguait ces requins le long de la côte d'Afrique du Sud, parce qu'ils sont protégés en Afrique du Sud. Mais ces requins, ils longent toute la côte sud-africaine et au-delà, ils passent au Mozambique et même jusqu'en Tanzanie de temps en temps. Et dans ces endroits-là, ils ne sont pas protégés du tout et ils sont prélevés. Et ça affecte les populations de requins en Afrique du Sud. Donc ils voulaient savoir où était le problème. Donc pour savoir où ils vont, il faut les taguer, il faut pouvoir suivre leur migration, d'où les tags et les balises acoustiques. Ou ça aurait pu être des balises GPS aussi. Mais un tag GPS coûte énormément d'argent. Il faut compter $5 000 pour un... 5 000, à peu près 3 500 € pour une balise. 4 000 €. J'ai participé à des tagages de thon. Ouais, c'est très onéreux. Chaque balise est vraiment onéreuse. Ouais, mais par contre, ça permet de comprendre, on en parlait hier, que les populations de thon sont mondiales et n'appartiennent pas à un pays ou à une petite mer, quoi. Non, exactement. Les poissons voyagent, que ce soit en eau douce, ils voyagent au travers des frontières, ils passent des frontières. Pareil en mer, surtout en mer. En mer, ils sont complètement libres de nager d'un océan à l'autre. Et c'est le cas des thons. On en parlait hier, les thons rouges. Les thons rouges, il y a deux populations. Il y a le thon rouge de la Méditerranée et le thon rouge du golfe du Mexique, qui est pourtant la même espèce. Et on pensait pendant des années que les deux populations étaient séparées et donc que les quotas de pêche commerciale pouvaient être différents d'une zone à l'autre. L'Amérique du Nord avait ses quotas, l'Europe avait ses quotas. Or, les scientifiques, en posant comme on le fait nous, mais nous à notre microscopique échelle, mais il y a des scientifiques qui le font à beaucoup plus grosse échelle. Ils l'ont fait sur les thons. Ils se sont rendus compte que les thons traversent l'Atlantique. Ceux de la Méditerranée vont sur les côtes de l'Amérique du Nord et vice-versa. Donc les quotas, ils ne peuvent pas être différenciés. En fait, les quotas doivent être internationaux et pas par zone. Et c'est le cas dans énormément de poissons. Pour énormément de poissons. Et ça, un autre poisson qui tient à cœur. Ah ouais, ça, vous pensez qu'un brochet, c'est agressif. Je peux vous dire que ces poissons-là, les grises du Grand Nord canadien, je pense que c'est plus agressif qu'un brochet encore. Le Christy-Vomer, ouais, comme on l'appelle en France. C'est vraiment des truites. C'est pas des truites, hein, c'est des chars, c'est des ombles. Des ombles, oui. Des ombles. C'est le plus gros de la famille des ombles. Et c'est hyper agressif. Hyper agressif. On peut leur lancer des leurres de 2 fois 2 tiers de la taille du poisson et comme un brochet, ils l'attaquent. Pourtant, c'est un salmonidé quand même. Mais bon, une truite aussi. Hein, une truite, une fario est un poisson très agressif, je le dis toujours. Moi, on pense qu'une truite, c'est mignon et c'est gentil, mais non, c'est hyper agressif. Au Canada, moi, j'ai des amis qui ont vidé devant moi des truites qu'on avait capturées, eux, ils en avaient gardé. Et on trouvait des souris, des grenouilles dans les estomacs de truites, de mouchetés, qui sont aussi des ombres. C'est opportuniste. C'est très opportuniste, ouais. Donc n'hésitez pas à lancer des gros leurres aussi des fois. Je trouve que souvent on est à la pêche des truites, on y va avec des micro-leurres. Moi, les truites, je les pêche avec des gros leurres, des grosses proies. Souvent, ça les fait bouger. Les grosses truites, il faut leur mettre une proie alléchante pour les faire sortir de leur trou. Ou les irriter. Comme un bass, hein. C'est aussi agressif qu'un bass, voire plus. Il y a une territorialité importante chez les salmonidés, chez les truites. Ouais, absolument. Elles n'hésitent pas à monter, à chasser. Des fois, on les voit, s'il y a une petite truite dans
dans le secteur, ils vont se mettre à le chasser, quoi. Exactement, exactement. Là, on est encore dans les territoires du nord-ouest. Et là, je me souviens, je faisais une belle dérive au Tchad. C'était difficile d'avoir contact avec le fond parce qu'il y a quand même beaucoup de profondeur et beaucoup de vent. Donc, surtout avec le moyen qu'on avait, on n'avait pas de moteur électrique, on avait juste un moteur thermique sur un petit Zodiac, un micro Zodiac. Mais il y avait des pêches incroyables à faire et je pense que le fond était tapis de grise. Et ouais, c'est magnifique, des pêches spectaculaires. Ces endroits, c'est encore des endroits vierges comme devrait l'être partout la planète. Et c'est spectaculaire ces poissons-là. Je vous encourage un jour, si vous pouvez faire un voyage dans le grand nord du Canada, c'est un endroit à voir. Oui, je crois que c'est impressionnant de voir ces grands espaces encore avec peu d'empreintes de l'homme. Peu ou presque pas. Hein. Peu ou presque pas. Ouais, mais bien que le grand lac des Esclaves, qui est un des plus grands lacs, des 10 plus grands lacs de la planète, est affecté par les réchauffements climatiques pendant qu'on était là-bas. Et là, je ne sais pas si on le voit peut-être sur certaines images. Il manque 1,50 m d'eau à la taille globale du lac. On le voit, la rive là-bas. Normalement, l'eau devrait arriver au niveau des arbres. Il manque toute cette eau. Et ils disent que c'est parce que ça fait 10 ans qu'il n'a pas neigé comme il devrait neiger. Donc à la fonte des glaces, à la fonte des neiges, le niveau d'eau ne revient jamais en fait. Il n'y a pas assez d'eau pour re-remplir le lac. Et ça fait déjà 4 ans que ça dure, que le niveau ne fait que... Là on le voit bien, là on le voyait bien sur l'image d'avant. Si on revient sur un plan large, on voit la marque sur les rochers derrière, vous voyez? La marque blanche, ça devrait être le niveau d'eau normal du lac. Merci d'avoir mis en pause. Ouais. Donc, et même si c'est des endroits protégés sur la planète où il n'y a presque aucun impact de l'homme, et pourtant, l'impact global de la planète a un impact là-bas. Ouais. Et le nord est beaucoup plus impacté qu'on pense. Les territoires nordiques sont l'hémisphère. Le nord de l'hémisphère nord est très impacté par les réchauffements climatiques. Bon, moi, je pose des questions depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous avez envie de lui poser des questions directement? Bon, personne? Je vous entends pas. Ah, si, il y en a quand même qui lèvent la main. Bon, allez, on passe aux questions du public. Allez-y avec les questions. C'est le plus petit, mais c'est le moins timide d'entre vous. Dis-moi, quel est ton nom d'abord? Timéo. Salut Timéo. Cyril, pourquoi quand vous choisissez le matériel, vous le choisissez comment pour les grises et le brochet? Pour le grise et le brochet, je t'avoue que j'avais un ensemble qui était presque le même pour les deux. J'avais une canne assez puissante quand même parce qu'il faut envoyer des gros leurres. Ou alors jiguer, pêcher profond avec des têtes plombées quand même assez lourdes. Et par contre, pour les grises, c'était pas les cannes, c'était à peu près les mêmes pour les deux, pour les brochets et les grises, mais pas les mêmes fils, parce que les grises, des fois, je les pêchais dans 80, 90 à 100 pieds de profondeur, donc dans 40 mètres de profondeur. Donc il faut du fil assez fin, parce que sinon, un fil gros, une tresse grosse, prend le vent, prend le courant, parce que même dans des lacs comme ça, il y a beaucoup de courant. Donc c'est dur d'être en contact avec le fond. Donc voilà, je ne sais pas, ça te renseigne? De rien. Alors, on a une deuxième question là. Vas-y, c'est quoi ton nom? Ilan. Cyril, comment tu fais pour choisir tes spots? Tes spots qui sont tes spots où tu sais que tu vas pêcher les poissons que tu veux. Ouais, c'est une bonne question technique aujourd'hui. Ouais, non, c'est bon, j'aime ça. Les cannes, les spots. C'est bon. Je vais t'embaucher à l'équipe de recherche. Hein? Je connais beaucoup de monde dans la pêche. Moi, j'ai la connaissance à peu près de la répartition globale des espèces sur la planète. Mais je parle à beaucoup de gens, c'est beaucoup de bouche à oreille. On se parle entre pêcheurs qui ont voyagé. Souvent, je vais dans un endroit, par exemple, je suis en Amazonie, mais je croise des pêcheurs là-bas qui sont venus pêcher le peacock bass et qui me disent qu'on revient d'un voyage au Groenland, mettons. On a pêché des très beaux poissons au Groenland. Je prends les coordonnées de la personne chez qui ils sont allés, où ils sont allés.
Ça me donne des contacts comme ça. Après, il y a de la recherche. Moi, une fois que j'ai décidé de l'endroit où je vais, on a des équipes de recherchistes qui travaillent sur la destination pour nous trouver davantage d'informations sur les poissons, où les trouver, quel serait le meilleur prestataire avec qui travailler, le meilleur lodge où aller, etc. Je ne sais pas si ça te renseigne. C'est bon? C'est Ouais. clair? Alors, prochaine question. Levez la main. Hop, j'en ai un là. Ah, allez, priorité aux jeunes. Vas-y, dis-moi. Comment tu fais pour pêcher les truites? Comment je fais pour pêcher les truites? Lesquelles? Les farios? Les Les farios? léopards. Les truites farios? Et les léopards. Les truites léopards? C'est quoi une truite léopard? Bah, moi, j'ai un copain qui en a déjà pêché. Putain, j'aimerais bien savoir ça. Il y a un nouvel épisode là. Là, il y a un épisode là. La truite léopard. Trouver La- un nouveau spot à aller pêcher. Ouais, on va aller pêcher nouveau poisson, la truite léopard. Non, mais la truite fario, moi je la pêche beaucoup à la mouche. Je la pêche au leurre avec ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien utiliser des gros leurres. Des gros leurres pour pêcher les truites. J'aime bien faire sortir les grosses truites de leurs trous, ou derrière leurs branches, ou derrière leurs rochers. Donc j'hésite pas à utiliser des gros leurres, des leurres 10 cm et plus. Et sinon à la mouche, beaucoup en nymphes, avec des nymphes. Donc à travailler les lignes les veines de courant. Et essayer d'aller le plus profond possible, parce qu'elles sont souvent au fond, dans les rivières. Allez, prochaine question. Moi, du coup, c'est un peu moins sur la pêche, mais je me demandais, pour les épisodes comme ça, combien de temps ça dure les tournages environ? Une bonne question. Ça dure en moyenne aux alentours de 8 jours, incluant le voyage. Donc on part de Montréal, on est basé à Montréal au Canada. De Montréal, retour à Montréal, on a à peu près 10 jours. Ça inclut, sur ça on va pêcher peut-être 5 jours parce que le temps d'arriver là-bas, toutes les scènes aussi qui ne sont pas de la pêche, ça prend beaucoup de temps à tourner. Donc on pêche en moyenne 4 à 5 jours sur un 8 jours dans la destination, dont 2 jours de voyage, à peu près. Ouais. Alors là, dis-moi, tu veux nous poser une question? Tu veux lui poser une question à Cyril? Comment vous fabriquez les leurres? Ah ah, on reste dans le technique. Ouais. Comment je fabrique les leurres? J'en fabrique pas beaucoup. je monte pas de mouche, je fabrique pas de leurres. J'achète mes leurres et on m'en envoie, j'en achète. Je vais dans les magasins et j'achète des leurres. Je sais pas, ça répond à ta question? Alors Merci. dis-moi, quel est ton nom et ta question? Je m'appelle Benji et quel est votre record de plus grosse truite que vous avez pêché? J'avais pris une fario, truite fario, j'avais pêché je crois que c'était en Suède. J'avais pris une fario de 6 kilos. Ça, c'était une belle truite. Très, très belle truite. Énorme. Et tu vois, je vais compléter avec une question Internet. Alors, c'est Poupinette qui a posé une question. Quel est le plus gros poisson que tu as pêché? Le plus gros poisson que j'ai pêché, dans les épisodes, je pense que c'est un requin tigre que j'avais pêché aux Bahamas. C'était un peu de la triche parce qu'on avait pêché avec une bouée et une ligne à main. Ouais, il était gigantesque. Et on l'a mesuré, je crois qu'il faisait, je ne vais pas dire de conneries, je me souviens plus de la taille exacte, mais je crois qu'il était dans les 4 mètres. 4 mètres et ouais, gigantesque. Et à part ça, hors des tournages, j'ai pêché des énormes marlins aussi. J'en avais pris un marlin au Costa Rica qui faisait pas loin de 600 livres. Mais estimé aussi, parce qu'on l'a jamais sorti de l'eau. Mais estimé par le capitaine à 600 livres à peu près. Donc 250 kilos. Ouais. La prochaine. Cyril, comment tu choisis tes leurres pour la pêche à la truite? La pêche à la fario. Ouais.
La pêche à la fario, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à utiliser, oui, des petits leurres, mais souvent je vais sortir des gros leurres. Des gros leurres, des jerkbait, des jerks. Très souvent, j'y vais au jerk et de manière très agressive au travers du courant et je change mes hameçons. Par contre, je laisse jamais d'hameçon triple. Je mets 2 hameçons simples sur le leurre, sans ardillon, pour pas les abîmer. Et parce que quand elle tape là-dedans, elles veulent vraiment le manger, le leurre. Donc, et j'y vais avec des gros. Si c'est au lancer, j'y vais avec des gros leurres, des gros jerks. Et sinon, à la mouche, en nymphe. En tandem habituellement, avec une petite nymphe et une grosse nymphe. Alors, la prochaine question, elle vient d'en haut. Vas-y, dis-moi. Cyril, quel est le plus gros requin que tu as pêché? Le tigre, le tigre dont je parlais là à l'instant. Ça serait lui le plus gros requin que j'ai capturé. Ou celui qui est dans l'émission là, qui sera diffusé en mars prochain sur RMC. Sur RMC Découverte. Tu vas le voir, c'est un énorme requin bulldog. Il est gigantesque. 3,72 m, je crois, je me souviens. Si je me souviens bien, c'est ça. Gigantesque. Alors, la prochaine, dis-moi ton nom. Théo, qu'est-ce que tu me conseillerais pour attraper du poisson à un jeune pêcheur? De continuer de lancer, d'y croire. Tu sais, moi, j'ai passé quand j'étais jeune, les premières pêches que j'ai fait, je prenais rien, mais je m'acharnais, je continuais d'y croire. Je pêchais dans un lac où, à mon avis, il n'y avait pas grand-chose non plus. Mais j'avais entendu dire qu'il y avait des brochets, le biotope avait l'air bien, il y avait des beaux herbiers et tout. Et j'ai dû me prendre une vingtaine de bredouilles avant de prendre le brochet du lac, je pense. Le seul. Alors, entre 2 questions du public, on en a une sur Internet, c'est Joe, qui voudrait savoir, est-ce qu'il te reste encore des rêves de pêcheur à accomplir? Ouais, il me reste encore des rêves de pêcheur à accomplir. Il y a des endroits où j'ai envie d'aller. Il y a notamment le taimen que j'aimerais aller pêcher en Mongolie. Ça, c'est un. Il y a beaucoup de choses. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de refaire les pêches que j'aime mieux, dans des meilleures conditions, des meilleurs endroits. Par exemple, j'adore vraiment pêcher les truites, mais j'adore pêcher les truites pas en raclant une rivière à l'aveuglette. J'aime vraiment pêcher les truites à vue, de les voir dans des rivières d'eau claire. Ça, c'est un rêve. J'en rêve la nuit. J'ai vraiment envie d'avoir du temps, moi, pour aller voyager, même désolé, mais même pas pour faire une émission. Juste pour aller triper avec mes truites et de me retrouver seul dans ma rivière, dans de l'eau claire, aller pêcher à vue. De faire des belles pêches, en fait. C'est pas forcément un... Oui, il y a encore des espèces que j'ai envie de prendre, mais c'est vraiment dans la qualité de la pêche plus dans la qualité que dans la quantité ou même dans les différentes espèces. C'est vraiment dans... Ouais. Alors, la prochaine, vas-y. C'est quoi le plus beau voyage de pêche que tu as fait? C'est une bonne colle que tu me poses. Il y en a tellement des voyages que j'ai fait. Je les ai tous trouvés cool, mais les zones que j'aime vraiment, c'est le Grand Nord du Canada. J'adore. C'est magnifique. C'est des étendues d'eau à n'en plus finir, que ce soit rivière, lac. Même en mer, il y a des pêches incroyables à faire au Canada. Après, j'adore l'Amazonie. Parce que il y a des endroits qui sont vierges, on est encore les premiers à arriver ou à pêcher dans certains endroits, c'est sûr. C'est vraiment mes deux zones. Il y a tellement d'endroits. Alors, entre 2 questions, toujours une question Internet de La Joe. Polynésie aussi. Polynésie, j'ai vraiment aimé la Polynésie. Ouais. Une question Internet de Joe. Est-ce qu'il y a déjà eu des tournages où, en fait, tu as fait capot, tu as fait 0 poisson? Non, il n'y a jamais eu... il va falloir que je touche du bois, je suis superstitieux, j'en vois là-bas, je vais aller le toucher après. Là. Mais non, on a toujours réussi à tirer notre épingle du jeu, dans le sens où on a toujours... Il y a un épisode où on devait capturer un poisson, je sais. On avait dit que ça va être tel poisson, et au bout de 3 jours, on a changé la quête dans l'épisode parce qu'on s'est dit on n'y arrivera jamais, on est dans les conditions, ça ne marchera pas. Et on a changé la quête parce que je voyais qu'on allait capturer cet autre poisson qui était des céréoles. Je crois que c'était un épisode sur le thon jaune.
Et on s'est rendu compte qu'on n'est pas du tout dans les conditions, on ne pouvait pas aller en mer, la mer était démontée, on ne pouvait pas aller au large. Donc on a changé la quête au bout de 3 jours et on s'est dit, ok, on se concentre sur une sériole, une grosse sériole, non, une grosse sériole tout court, un amberjack. Puis on en avait pris un énorme. Mais ouais, non, je vais aller toucher du bois tout de suite. D'accord. Alors, prochaine ici. Cyril, quel Ouais. est le plus grand rocher que tu J'en jamais pris? Quel est le quoi? Le plus gros brochet? Le plus grand brochet, oui. Plus gros brochet. Je suis un peu un. Vous devez me prendre pour un fou un peu, mais des fois j'ai pris des poissons énormes. Je me souviens, j'étais avec un pote une fois, on pêchait dans les. C'était où? C'était au Saskatchewan, une autre province du Canada, dans le Grand Nord, un lac qui s'appelle le lac Cree. Et je prenais des brochets gigantesques. Et à un moment donné, je pense que j'en ai pris un. Et même le guide qui était un autochtone, un gars du coin, un Indien, qui a pourtant l'habitude de voir des brochets énormes, je le monte dans le bateau, mais on en prenait tellement. Je prenais des brochets d'1,20 m les uns derrière les autres. Et à un moment donné, j'en prends un qui est vraiment, même avec mon pote qui était dans le bateau, je dis, waouh, il me semble qu'il est vraiment gros celui-là. Il est vraiment, vraiment gros. Il est plus gros que les autres. Et je le monte dans le bateau et je le tiens par les ouïes comme ça. Et le guide qui était au bout du bateau, l'Indien, le mesure, lui, et même lui, il est là, wow, that's a big pike. Puis je lui dis, yeah, that's a big pike. It looks like a huge pike. Il le mesure, lui, il me dit, that's 55 inches. Donc 55 pouces d'après lui, mais on l'a jamais mesuré. Mais après, je me dis, il l'a mesuré avec son bâton qu'il avait, avec des marques pour avoir la taille. Et on dit, ok, 55, on le remet à l'eau. Moi, je continue de pêcher, je me dis, je vais en prendre un autre. Puis je suis tellement dans l'excitation du moment parce que ça mord, c'est de la folie. Et au moment où on le remet dans l'eau, mon pote qui était dans le bateau me dit, tu sais que quand il l'a mesuré à 55 pouces, à 55 inches, pouces, ce qui fait, faites la conversion, allez sur Internet, je ne sais pas combien ça fait exactement. Mais il me dit, non, mais il a pris la mesure, la queue, elle était complètement courbée au fond du bateau. Donc il n'était même pas à la verticale. Donc c'était un brochet qui faisait pas loin de, je sais pas. Ça fait combien ça? 140. 140? Bah, je pense qu'il était pas loin d'1,50 m si c'est possible. Ouais. Mais c'était un truc. Même moi, j'ai halluciné quand j'ai vu. Mais on venait de prendre plein de brochets d'1,30 m, 1,20 m, 1,30 m. Celui-là était plus gros. La tête était longue comme ça. Et large comme ça. Ouais, et je l'ai même pas mesuré vraiment. Prochaine question ici. Vas-y. Est-ce que tu t'es déjà fait piquer par le dard d'une raie? Le dard d'une raie, est-ce que je me suis... Oui, bah oui. Non, je me suis pas fait piquer. Je me suis piqué. Comme un con. Avec un dard de raie. Je me suis rentré dans la main en pensant que c'était pas aussi pointu que ça l'était. Et pourtant, c'est rentré dans ma main comme dans du beurre. Ouais, ça m'est arrivé. Et j'ai souffert. Ouais. Alors ici. Au vu de tous les pays, Cyril, que tu fais, au vu de, avec ton équipe, quelle a été la plus grosse tuile qui vous est arrivée? La plus grosse tuile? Ouais. On avait eu un petit moment en Tanzanie qui n'a pas été filmé malheureusement parce que je pense que tout le monde a été un peu en panique dans la voiture. Ça, je ne sais même pas si j'en ai parlé dans le livre. C'est une bonne petite anecdote quand même. Donc on roulait pour aller pêcher le poisson tigre de la capitale On était en Tanzanie. On s'était posé à Dar es Salaam, on avait loué un véhicule et on avait roulé. Il fallait rouler 25 heures dans le pays pour aller à cette rivière qui était inaccessible autrement que par voiture, par 4x4 Donc on traversait plein de villages. Et ça, il y a déjà de cela 15 ans, je pense. Et à un moment donné, on arrive dans un village et mes caméramans sortent, ils sont super contents, ils font des images, des enfants, de tout le monde dans le village. Et à un moment donné, ça a commencé à chauffer dans le village. Je me souviens plus de tous les détails. Et on avait un guide qui était un gars, un Tanzanien.
et on était dans une Jeep, et lui il rentre vite dans la Jeep à un moment donné parce que tout le village commence à s'attrouper autour de la voiture, et il commence à taper dans la voiture en disant que... Et là le chef du village arrive, et c'est lui qui... parce que mon guide fait l'interprète, et il nous dit que le village est vraiment énervé, et lui particulièrement, parce que mes caméramans auraient volé l'âme, parce que dans ces pays-là, quand on prend l'image de quelqu'un par caméra ou par téléphone, c'est voler leur âme. Donc on leur aurait volé leur âme. Et à cette époque, on tournait avec des cassettes. C'était encore il y avait des cassettes. Donc à un moment donné, moi je suis sorti. Et là, ils commençaient à tous s'attrouper autour de la voiture, à secouer la voiture. Les machettes commençaient à sortir, les rochers et tout. Ça devenait vraiment chaud. Puis j'ai négocié avec le chef du village en disant calmez-vous, on n'est pas là pour... Ils auraient dû demander l'autorisation, et c'est ce qu'ils auraient dû faire en effet, parce que ça manquait de respect. Donc j'ai négocié avec le chef du village, on a pris les cassettes, j'ai enlevé les rubans, j'ai tiré les rubans des cassettes, on les a brûlés devant eux, donc on n'utilisera jamais ces images-là. Et j'ai négocié avec le chef du village. J'avais vu qu'il y avait une école qui était en construction, puis je me suis dit comment on peut aider le village, donc on avait fait une belle donation au village pour finir de construire l'école du village. Et c'est comme ça qu'on s'en est sorti, mais c'était chaud à un moment donné. Et c'est le seul moment, honnêtement, on me demande souvent si on a des intercations avec les gens. Et honnêtement, partout sur la planète, les gens sont cool. Quand on est cool avec eux, les gens sont cool en retour. Il n'y a vraiment pas d'embrouille. Tout le monde me dit, ouais, tu voyages partout sur la planète, tu dois avoir des embrouilles avec des gens. Franchement, il faut que je me creuse la tête pour en trouver une. Et elle date d'il y a 15 ans. Donc voilà. Voilà la question d'un petit jeune ici. Ton nom? Moi, c'est Gilbert. Je voudrais vous demander, moi, comme il y a beaucoup de jeunes, là, ça serait bien que vous leur parliez des bouteilles en plastique que vous avez trouvées en Afrique. Ouais, j'aimerais bien en trouver qu'en Afrique, des bouteilles en plastique, j'en trouve partout. Les bouteilles en plastique, les déchets plastiques en général, on en trouve partout malheureusement. Ça en est infesté. On en est tous plein d'ailleurs. On est bourré de plastique. Hein. On consomme l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par mois dans notre alimentation de tous les jours. Parce qu'il y en a partout du plastique. Il y en a dans les poissons, il y en a dans la bouffe de tous les jours. Vous achetez du poulet qui est emballé sous cellophane ou sous plastique, ça se transfère dans la... Mais oui, les bouteilles. Et les bouteilles, c'est rien par rapport à ce qu'il y a au fond des océans. Tous les plastiques, la plupart des plastiques coulent, donc sont au fond des océans. Les bouteilles, on les retrouve. Pourquoi? Parce qu'elles flottent, parce qu'elles sont fermées de temps en temps, ou qu'elles flottent, qu'elles restent en suspension à la surface. Mais on dit que les déchets qu'on retrouve visuels à la surface équivalent qu'à 10% de ce qu'il y a en fait en masse de plastique dans les océans. Et donc il y en a partout. Alors, question? En fait, Cyril, est-ce que quand tu fais de la traîne, est-ce qu'il y a des leurres qu'on ne doit pas utiliser pour faire de la traîne? Ouais, t'as pas vraiment de leurres que tu peux... Ouais, t'as des leurres qui sont faits pour être lancés, d'autres qui sont faits pour être traînés plus, mais en général, les leurres qui sont faits pour être lancés peuvent être traînés aussi. Non, tu peux... Faut que tu les essayes. Tu vois comment ils se comportent quand tu les traînes. Bon, on va prendre encore 2 questions avant de finir. Quel est le plus gros thon que tu as pris? Quel est le plus gros thon que j'ai pris? J'en ai pris plein des thons. J'en ai pris plein. Je pense à tous ces mèmes qui vont être faits sur moi après. Des thons. Le thon que j'avais pris, le thon rouge à l'île du Prince-Édouard, au Canada. Il devait faire, encore une fois, estimé, parce qu'on l'a jamais sorti de l'eau, mais à la taille de l'œil. L'œil était comme ça. Je me souviens, moi, avoir mis ma main à côté de l'œil, et il était le diamètre de l'œil était... la circonférence de l'œil était comme ça. C'était gigantesque. Il devait faire dans les 700 livres à peu près. Bonjour Cyril, je voulais savoir si entre 2 tournages vous continuez à aller pêcher avec votre canne, votre sac à dos de manière très simple, comme au bon vieux temps quand vous étiez plus jeune. Ouais, je continue absolument. Ouais. J'ai de moins en moins de temps.
pour le faire pour moi-même, mais j'habite à Montréal et on est à côté de la frontière de l'État de New York et il y a une très belle rivière à Truett dans l'État de New York. Donc dès que j'ai un moment, dès que j'ai une journée de libre, je fais faire une petite... en plus, j'ai un bon deal avec le propriétaire là-bas. Il a un accès à une section de rivière qui me laisse pêcher tranquillement. Je suis le seul au monde. Il y a des grosses truites fario dedans et je les pêche à la mouche. Ouais, donc ouais, c'est vraiment un super endroit. Donc oui, dès que j'ai l'occasion, je vais pêcher. Ou le bass aussi, parce que on est choyé quand même à Montréal. On a le fleuve Saint-Laurent où littéralement au printemps, tu peux faire une pêche, tu peux faire 100 basses par jour sans aucun problème. Si tu pêches au tube, au fond, tu grattes le fond un peu, tu vas... C'est des petites bouches hein, principalement, mais ouais, il y a des très belles pêches à faire. Bon, mais je crois qu'on est arrivé à la fin de cette interview. Ben, merci beaucoup. Je te remercie de tout le temps que tu as accordé à tout le monde. On va passer à la suite du programme encore. Merci beaucoup merci à vous. Pour tout ça, pour cette expérience partagée avec tout le monde. Et je pense qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Merci beaucoup, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Merci. Et Cyril, bonne continuation dans tes aventures. Merci, bonne continuation à toi. Et merci au CNPL encore.